C'est mon tour de remercier le professeur Jean-Jacques Hublin pour son invitation, de remercier Séverine Frima et puis tout le personnel du Collège de France qui nous a accueillis, avec une pensée particulière pour le cuisinier aussi, qui n'a pas été cité, ou le traiteur, je ne sais pas. Voilà, pas l'oublier. Alors, je ne vais pas vous parler de mort d'accompagnement, pas du tout. Mais je vais vraiment vous parler de la mort donnée, effectivement, mais de la mort donnée dans un cadre bien défini, qui est celui de la guerre préhistorique. Alors, la guerre préhistorique, c'est toute une affaire. Le temps imparti ne me permet pas d'aborder donc cette question dans ces détails. Je ne pourrais pas vous parler de sa définition, des nombreux débats du passé, des débats actuels sur la nature des conflits dans les sociétés sans État. Mais alors, pour rester à la surface des choses, disons que l'on reconnaît deux grands types de conflits, avec tous les intermédiaires possibles, c'est ce qui rend les choses un peu compliquées, tous les intermédiaires possibles entre les deux pôles. Donc, à une extrémité, vous avez des conflits de faible intensité, qui obéissent à des règles. On parle parfois de feud, de fed, ou bien de guerre de vengeance. Ce sont des conflits qui, théoriquement, doivent se solder par un retour à l'équilibre. En tout cas, c'est ce que les belligérants espèrent. Et puis, à l'autre extrémité, vous avez la guerre vraie ou la guerre totale, qui est un conflit non régulé qui vise à l'extermination de l'adversaire ou, à minima, à son affaiblissement définitif, son départ du territoire. Alors moi, je vais vous parler de ce dernier type de conflit qui, quoi que l'on ait pu en dire, existe bel et bien au néolithique. Et je vais me pencher plus spécifiquement sur les gestes guerriers qui ont laissé des traces archéologiques qui, à mon sens, permettent de valider l'hypothèse de l'existence de la guerre totale lors de la préhistoire récente. Bon, le néolithique européen, c'est une très longue période, ça dure plus de 4000 ans. C'est une période qui a connu de nombreux épisodes de violence collective, et je ne vais évidemment pas tous les détailler, on en a vu quelques-uns déjà. Alors, archéologiquement, on dispose de plusieurs types de documents qui trahissent l'existence des conflits armés. Donc, des choses évidentes. Premièrement, les fortifications. Dans toutes les aires culturelles, l'apparition de fortifications, c'est-à-dire l'agrégation aussi de populations en grands ensembles, sont compris comme des marqueurs forts de périodes de conflit. Donc la mise en évidence d'enceintes défensives au néolithique constitue un indice fort de la présence de la guerre. Alors on en connaît beaucoup à toutes les périodes, on en connaît un peu partout en Europe. J'ai mis quelques exemples seulement à l'écran. À droite, vous avez des exemples qui datent du début du néolithique en Europe moyenne, en Europe médiane, donc c'est la culture du rubané, dont il a déjà été question également. Et puis à gauche, un exemple un petit peu plus récent, dans le sud-ouest de la France, comme tout le monde vient du sud-ouest, à part moi, j'ai mis des exemples du sud-ouest, une région où on observe des systèmes de défense qui sont pourvus de bastions. Non, oh là là, oui, pardon, excusez-moi. Qui sont pourvus de bastions. Enfin, ce sont les petites avancées, pour employer un langage lié à l'architecture militaire. Donc des ouvrages extrêmement complexes avec des fossés concentriques qui se succèdent et que l'on interprète comme des sortes de killing zones, des secteurs dont la finalité est de ralentir la progression de l'ennemi en milieu découvert. Donc des enceintes, on en a un petit peu partout. Deuxièmement, nous avons des armes, évidemment. En Europe orientale et occidentale, on connaît des tombes d'individus armés, ça on en connaît dès la fin du 6e millénaire, c'est-à-dire au Rubané. Les haches, les herminettes en pierre sont potentiellement des armes autant que des outils, et puis les arcs qui sont adaptés à la guerre comme à la chasse. Mais il y a une autre catégorie d'objets perforés, vous en avez à l'écran, ce sont des objets en emmanchement transversal. Un type qui peut plus spécifiquement être assimilé à une arme spécialisée, on appelle ça une hache de combat, elle peut être en pierre, elle peut être en cuivre. C'est un objet qui sera peu à peu remplacé par le poignard. Alors il est certain
que tout cet attirail a servi à l'affichage des élites. Donc ce sont des objets signes sociaux, mais il serait extrêmement étonnant qu'ils ne renvoient pas aussi à une réalité sociale. Il est assez difficile de concevoir une valorisation du guerrier ou du chef de guerre sans la guerre elle-même. Donc déjà avec ça, on peut parler de probabilité de guerre au néolithique. Et puis, il ne faut pas oublier que l'équipement guerrier pouvait être beaucoup plus diversifié avec des armes en bois de type club. Je vous ai mis quelques exemples à droite de la diapo. Un type d'arme qu'on connaît sur tous les continents. Et puis, on peut aussi imaginer l'existence d'armures. Alors, vous avez un très bel exemple d'armure d'Indien Tlingit sur la côte nord-ouest des États-Unis. Ce sont des choses en matériaux périssables qui sont évidemment perdues pour les archéologues. Enfin, alors il s'agit de notre principale source d'information, on dispose de dépôts humains d'individus mis à mort lors d'épisodes de violence collective. Alors, en restant à un niveau très, très général, on peut proposer une typologie des dépôts humains répartis entre 3 grands groupes. Les dépôts multiples qui résultent du massacre de communautés, c'est-à-dire qui sont caractérisés par la présence d'individus des 2 sexes et de tous âges. Deuxièmement, les dépôts multiples qui ne rassemblent que des individus masculins assez âgés pour la guerre et présentant éventuellement des traces de surviolence. Ce sont des individus qui n'ont pas bénéficié de gestes funéraires. Je reviendrai en détail sur cette catégorie-là. Et puis enfin, des dépôts multiples, donc des individus qui sont déposés simultanément, hein, on l'a dit, des dépôts multiples qui sont rarissimes et dont je ne parlerai pas, qui ne rassemblent que des individus masculins victimes de violences, mais qui ont bénéficié de funérailles, probablement des guerriers tombés et inhumés ensemble avec les honneurs. Donc le premier groupe, ce que vous avez à l'écran, rassemble des dépôts qui résultent de ce qu'on peut définir comme des massacres. Je vous l'ai dit, la préhistoire récente européenne en offre quelques-uns, un peu plus d'une douzaine d'exemples. Et tous se caractérisent par un ratio adulte-enfant équilibré par la présence donc d'individus des 2 sexes. Ce sont des agressions qui sont dirigées vers tous les membres d'une communauté, combattants, non combattants, donc on tue les femmes, on tue les enfants, et on peut distinguer 2 sous-groupes au sein de cette catégorie. D'une part, les individus dont les corps ont été recouvrés par les membres de leur propre communauté et qui ont bénéficié de funérailles. C'est ce que vous avez à l'écran. Ce sont des dépôts multiples. À droite, vous avez le dépôt de Kozice en Pologne, qui rassemble une douzaine d'individus, hommes, femmes, enfants, qui sont tous victimes de morts violentes et qui ont été disposés dans la tombe en fonction de leur lien de parenté, donc par des individus qui les connaissaient intimement. Et puis à gauche, les tombes cordées de Lowe, qui ont déjà été vus tout à l'heure, qui rassemblent des individus qui ont tous morts de mort violente également et qui ont été inhumés par famille. Alors les dépôts qui relèvent de la deuxième sous-catégorie rassemblent des individus non pas inhumés par les membres de leur groupe, mais des individus qui ont été abandonnés sur les sites de tuerie, donc qui ont parfois rejetés dans des fosses communes ou dans des fossés sans que l'on puisse distinguer de gestes funéraires. Les mieux documentés, ce sont ceux qui sont attribués à la fin du Rubanais, donc vers 5000. C'est une période qui est visiblement extrêmement violente. Les dépôts que vous avez à l'écran témoignent de raids dévastateurs qui ont été dirigés par des communautés entières. Donc on a vu Thalheim déjà tout à l'heure, 34 individus, adultes, enfants, exécutés, enterrés pêle-mêle dans une fosse commune. Bon, la violence guerrière ne fait aucun doute, 59% des crânes portent des traces d'impact. On peut poser la même hypothèse pour le dépôt d'Asparn-Schletz en Autriche. Là, vous avez un fossé qui a livré sur une surface réduite 67 squelettes qui montrent tous des traces de violence. Adultes, enfants sont également attestés, mais on l'a dit aussi, les femmes plus jeunes sont sous-représentées, donc on imagine qu'elles sont allées renforcer la démographie du groupe des agresseurs. Voilà, donc le repos du guerrier. Et le site de Schöneck, Killenstatten, que vous avez à gauche, a livré les restes de 26 individus. Et là, comme à Aspern, les femmes les plus jeunes sont sous-représentées et les victimes comptent autant d'adultes que d'immatures. Et puis il y a bien sûr le célèbre site de Herxheim dans le Palatinat, tout près de Strasbourg, dont je ne vous parle pas du tout puisque Bruno va vous le présenter en détail
juste après moi. Alors, moi, je vais insister sur un type de dépôt particulièrement intéressant que l'on peut identifier à des exécutions de guerriers captifs. Alors, c'est un peu la conclusion, mais je vous donne tout de suite le résultat, ça vous savez de quoi je parle. Alors, il y a peu de dépôts qui entrent dans cette typologie en Europe, mais ils sont très, très parlants. Et ils sont étonnamment proches de certains dépôts amérindiens d'Amérique du Nord. Je vous ai mis des exemples californiens en bas et à gauche. Donc en Europe, on a le dépôt de Halberstadt en Saxe-Anhalt, c'est ce que vous avez en haut à droite. Donc c'est une fosse qui est datée de la fin du Rubanais, encore une fois, et qui a livré les restes de 9 individus, alors qui sont peut-être probablement tous masculins, à moins qu'il y ait une femme, je ne sais pas trop où on en est, mais enfin bon, ce sont très majoritairement des individus masculins, et qui présentent des traces de coups systématiquement portées à l'arrière du crâne, qui suggèrent une mise à mort de type exécution. Voilà. Et puis un des arguments aussi très, très convaincants en faveur de l'hypothèse d'un parti guerrier, donc d'une équipe de guerriers, ennemis, capturés puis exécutés, réside dans la signature ésotopique de ces individus, dont l'origine extra-locale a pu être établie. Et il est intéressant de noter que cette signature extra-locale, elle est systématique dans le cadre des dépôts californiens notamment. Donc quand vous avez un groupe d'individus mâles tout seuls qui se sont fait attraper et qui se sont fait zigouiller, eh ce sont des gens qui viennent de loin, qui ont entrepris un raid en territoire ennemi, un raid qui a mal tourné. En 2016, Fanny Chenal et moi, donc ma collègue de l'INRAP, qui est archéo-anthropologue, avons eu la chance de fouiller un dépôt de ce type sur le site d'Arenheim en Alsace, c'est l'étoile rouge sur la carte, donc à quelques kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Il s'agit d'un habitat qui est daté du dernier tiers du 5e millénaire avant notre ère, entouré par une puissante fortification, vous voyez au centre, qui est composée d'un fossé continu, un fossé qui était originellement large de 3 mètres, pour autant de profondeur, doublé par un talus, probablement haut de 3 mètres, qu'il faut en plus imaginer surmonté par une palissade. Donc on a un glacis de 6 à 8 mètres de hauteur, donc une véritable fortification qui n'a rien à envier au pas des Maoris, par exemple. Je vous ai mis un exemple en bas à droite. Voilà, donc ça c'est déjà un premier indice du climat d'insécurité qui devait régner dans la région. C'est un site qui date des alentours de 4250. Et puis au centre de la zone étudiée, nous avons alors, le village, on en a fouillé qu'un petit morceau, on l'a étudié sur 1 hectare, il en fait au moins 4, donc il faut imaginer des milliers de personnes à l'intérieur de ce village, et on a trouvé des centaines de fosses de stockage contemporaines, donc il y avait une population assez élevée, et au milieu dans un de ces silos désaffectés, nous avons trouvé donc c'est le silo qui est cerclé en rouge sur le plan, la fosse 124. Donc dans cette fosse de stockage, nous avons mis au jour les restes de 6 individus adultes masculins que vous avez ici. Alors ce sont plus précisément 5 adultes et un grand adolescent. Ils sont complets ou plus ou moins complets, il en manque des petits bouts, j'y reviendrai. Et associés à ces corps complets, nous avons également trouvé 4 membres supérieurs gauche surnuméraires, c'est-à-dire des bras gauches, qui n'appartiennent pas aux individus complets. Donc on a un total, un nombre minimum d'individus de 10 représentés dans cette fosse. 6 complets et 4 représentés uniquement par leur bras gauche. Vous voyez que 3 des individus ont été déposés sur le dos, ce sont les dégradés violets sur le croquis. 3 ont été déposés sur le ventre, ce sont des dégradés en vert, et tous sont déposés dans des positions anarchiques, aléatoires, qui ne correspondent à rien. Il n'y a absolument aucune volonté funéraire décelable dans cet ensemble. Et tous ces individus ont été victimes de gestes d'une extrême violence. Alors, je commence par le moins pire. Vous avez un des individus déposé sur le ventre qui a été blessé par un tir de flèche dans la fesse droite,
peut-être alors qu'il tentait de fuir, c'est possible. Donc on a retrouvé l'armature qui est cerclée de rouge à droite, qui était comme posée sur le coxal droit de l'individu. Donc on peut supposer qu'elle était à l'origine fichée dans les chairs. Hein. D'ailleurs, c'est la seule armature de flèche qu'on ait trouvée dans la fosse. C'est pas un dépôt funéraire, c'est pas un objet qui accompagne le mort. C'était compris dans le volume du cadavre. Voilà, donc c'est une blessure par flèche, mais c'est très très loin d'être le pire de ce que nous avons observé. Tous les individus sont polyfracturés, comme disent les archéoanthropologues. Donc il y a des fractures partout, il y a tellement de fractures par squelette que Fanny Chenal a renoncé à les compter à un moment. Hein. Il est impossible de faire le catalogue de tous les traumatismes enregistrés sur les ossements. Le schéma en bas vous montre les zones concernées. Vous voyez que les tibias sont systématiquement fracturés. Alors ça, il peut s'agir d'une technique d'immobilisation des individus. Hein, on casse les jambes, comme ça on ne bouge plus. Ou bien de torture, comme on l'a proposé par exemple sur le site rubanier de Kilianstetten, que j'ai rapidement évoqué. Là aussi, tous les individus ont les tibias brisés. Sur la photo à gauche, vous voyez que les membres inférieurs du sujet ne sont pas fléchis au niveau des articulations, comme ils devraient l'être, mais qu'ils sont fléchis au niveau des fractures. Hein. Donc c'est bien la preuve que les individus ont été déposés alors qu'ils étaient encore pourvus de leur chair. Ils étaient fracturés, en mauvais état, mais encore en connexion. Voilà. Bon, vous voyez aussi les membres supérieurs ont également été fracturés, les mains, les côtes, enfin bref, un peu partout. La tête, donc les extrémités céphaliques, mâchoire, tout, ont fait l'objet d'une attention particulière. On s'est vraiment acharné sur les extrémités céphaliques, notamment sur les visages. Donc vous voyez qu'ils sont réduits en miettes, ils sont réduits en bouillie, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc il s'agit là de défiguration, hein, une volonté de défigurer, c'est tout à fait volontaire. Hein. Et vous voyez aussi sur le schéma de droite que de nombreux fragments de crâne sont manquants. Alors bien évidemment, les victimes ont été violentées en dehors de la fosse. Hein. La fosse, c'est le lieu de dépôt final, l'endroit du déchaînement de violence. C'est pas loin, c'est à côté, c'est peut-être sur la place du village. Donc il faut imaginer que ces petits éléments qui manquent sont restés sur les lieux de l'opération. Voilà. Et en plus des fractures qui ont été infligées à l'aide d'instruments contondants, on note également sur 4 individus de nombreuses blessures au niveau de la zone abdomino-pelvienne qui ont été infligées à l'aide d'un instrument perçant, hein, donc des armes d'ast de type saguet, de type pieu. Et tous les coups ont été portés de face sur des individus gisant donc, sur le dos. Donc on le sait puisque vous voyez qu'on a de petites esquilles qui sont restées conservées sur la face postérieure des coxaux qui nous donnent à chaque fois le sens du coup, hein, la pénétration du coup. Donc des individus qui étaient probablement couchés sur le dos. Donc le nombre étourdissant des blessures enregistrées, dont de très nombreuses blessures létales, est bien supérieur à ce qui est nécessaire pour donner la mort aussi, propose-t-on de reconnaître à travers tous ces stigmates une volonté d'outrager le cadavre. C'est vraiment acharné sur les corps. La mutilation du cadavre de l'ennemi, quand on travaille sur le néolithique, on regarde comment ça se passe dans les sociétés sans État, donc on lit beaucoup d'ouvrages ethnologiques, l'ethnographie, de l'histoire également, on essaie de voir ce qu'on trouve pour telle ou telle pratique. Ici, en l'occurrence, c'est ce qui m'a inspiré pour travailler sur la guerre. Donc la mutilation du cadavre de l'ennemi, c'est une constante de la guerre dans les sociétés sans État, c'est presque un caractère générique de notre espèce, semble-t-il, hein, à l'instar de la prise de trophée, dont je vous parlerai aussi. Donc l'outrage au cadavre, ça répond en partie à des préoccupations de nature surnaturelle, c'est-à-dire l'idée qu'un individu mutilé arrivera dans un état semblable dans l'autre monde, mais ça répond également, comme toutes les manifestations de surviolence, à des visées plus stratégiques
qu'on peut assimiler à des pratiques terroristes. Hein. Ce sont des guerres qui opposent des groupes qui sont à peu près de force égale, et généralement c'est le plus hargneux qui l'emporte. Hein. C'est celui qui a le plus de volonté qui finit par remporter la partie. Donc là vous avez deux exemples qui sont relativement récents, qui viennent des plaines d'Amérique du Nord, dont un document assez extraordinaire à droite, qui est un dessin qu'on doit à un guerrier Sioux qui était présent lors de la bataille de Little Bighorn et qui a fait ce dessin des soldats de Custer après la bataille. On voit qu'ils sont nus, qu'ils sont coupés en morceaux, et voilà. Et on sait aussi, grâce aux descriptions, que les femmes qui sont venues du village indien à proximité se sont employées à défigurer les soldats à coups de maillet. Voilà. Et ça sont des choses qui ont été corroborées d'ailleurs par l'archéologie, parce qu'il y a eu un petit peu d'archéologie aussi sur le champ de bataille de Little Bighorn. Donc là aussi on a des crânes qui sont en miettes. Alors pour décrire ces pratiques, alors ces pratiques on les trouve pas seulement dans des pays lointains, hein. On trouve ça dans l'Iliade par exemple, et Jean-Pierre Vernant utilisait pour décrire ces pratiques le terme d'aikia, du grec aikein, humilier, salir, outrager, qui définit les sévices infligés aux cadavres. Donc une pratique dont la finalité est d'interdire à la victime l'accès au statut de mort glorieux en détruisant son individualité, en la déshumanisant, en réservant à son cadavre des gestes qui s'inscrivent à rebours des gestes funéraires. C'est vraiment ça, rebours des gestes funéraires. C'est un processus qui culmine avec la privation de sépulture. Et à Aronheim, on le verra, les individus sont enterrés au centre du village fortifié. Ce ne sont pas les habitants du village, ce sont les ennemis qui sont enterrés au centre du village. Et c'est peut-être une façon de s'assurer que leurs corps ne seront pas recouvrés par les membres de leur propre communauté. Et donc ils ne bénéficieront jamais de sépulture. Possibilité. Alors on a aussi quelques indices, pour continuer dans les choses gaies. On a quelques indices comme des doigts coupés au niveau des phalanges, les doigts entaillés, que vous avez en bas à gauche. Ce sont des gestes qui paraissent un peu délicats par rapport au déferlement de violence que je viens de vous décrire. Donc on pourrait penser là que des actes de torture ont précédé en fait la mort des captifs, et je ne prends pas beaucoup de risques en faisant cette proposition, puisque les exemples ethnologiques sont vraiment très, très nombreux, qui montrent que le principal intérêt de ramener des captifs, quand c'est pas pour les adopter, hein, c'est pour pouvoir les tourmenter. Voilà. Alors en archéologie, la pratique est très difficile à mettre en évidence, puisque les exemples historiques, ethnographiques, nous montrent que ce sont le plus souvent les parties molles qui sont mobilisées, hein, le nez, la peau. On brûle, on perce, etc. Ça ne laisse pas forcément de traces sur le squelette. Mais enfin, bon, pour les Hurons, les Iroquois, eux, sont célèbres pour leur capacité à torturer les doigts de leurs prisonniers. Hein, il y a des descriptions terribles. Donc les doigts, c'est aussi très très sensible. Donc c'est une zone qui est souvent torturée. Donc on pourrait avoir des traces de torture préalable. Alors, dernier geste identifié à Aronheim, c'est la prise de trophée. Prise de trophée sous la forme de 4 bras coupés, donc des bras, enfin il faut pas dire bras, de membres supérieurs gauche coupés, bon, je dis bras parce que ça va plus vite, qui ont été coupés au niveau de l'humérus, et ces segments anatomiques ont été déposés dans la fosse en même temps que les individus complets. Hein, les bras sont mélangés aux ossements de nos guerriers exécutés. Alors ce n'est pas la première fois que ce type de vestiges apparaît en Alsace. En fait, ils ont été reconnus comme tels, en tant que trophée pour la première fois par Fanny Chenal et Bruno Boulestin sur le site de Bergheim, au sud de Strasbourg, dans une fosse qui est grosso modo contemporaine d'Aronheim, et qui rassemble sur son fond 7 bras gauches, donc ce que vous avez à gauche à l'écran, 7 bras coupés, et puis au-dessus de ce dépôt, plusieurs individus, dont un à droite, vous avez le schéma auquel manquait le bras gauche. Voilà, donc la prise de trophée sur le bras gauche, c'est une pratique qui semble généralisée dans la région. Alors pourquoi le bras gauche est toujours
le bras gauche et pourquoi jamais le bras droit? Alors c'est très difficile à dire, j'ai une idée, mais bon, on en discutera peut-être. Je me demande s'il ne faut pas creuser du côté de la symbolique de la droite et de la gauche, qui semble qui semble universelle, hein, la gauche étant toujours perçue comme le côté féminin, profane, faible, négatif, c'est la main du diable, c'est la main du sorcier, et on appelle moi je suis gaucher, et on m'appelait la fausse patte quand j'étais petit, donc la gauche c'est pas bon, quoi, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il est certain que ce geste-là, qui a été reconnu à 13 reprises en Alsace, donc dans la seconde moitié du 5e millénaire, relève d'une pratique à la charge symbolique suffisamment forte pour n'être jamais transgressée. Donc il y a un sens, même si on ne le comprend pas, il y a un sens. Voilà. Alors la prise de trophée sur le cadavre de l'ennemi, c'est une pratique quasi universelle, là aussi. Le trophée, c'est d'abord la preuve de la victoire, comme l'est le guerrier captif qu'on ramène au village. Le guerrier captif qui arrive au village sur ses deux jambes, c'est le trophée par excellence. Hein. Quand on n'en ramène qu'un petit bout, c'est bien aussi, mais c'est moins bien. Donc plusieurs auteurs notent d'ailleurs que captifs et trophées, alors ils sont molestés, raillés, et ils reçoivent le même accueil lors de leur entrée au village. Et on peut reconnaître deux catégories de trophées en fonction de leur utilisation pérenne ou éphémère. La mieux documentée, ça comprend les trophées à fonction représentative et commémorative, donc des reliques si vous voulez, qui sont conservés par le vainqueur, qui peut les utiliser comme médiateur avec les forces surnaturelles, qui peut les utiliser lors de cérémonies religieuses, sociales, comme objet de prestige, comme objet d'échange. Quand Cook est arrivé sur la côte nord-ouest des États-Unis, les Indiens, en signe de respect, lui ont offert des mains coupées. Hein, voilà, en signe d'accueil, voilà, de bon accueil. Alors ce sont le plus souvent des têtes et puis des segments anatomiques de petite taille qui sont préservés de la décomposition par séchage. Vous avez l'exemple d'un beau collier de doigts des Cheyennes à l'écran. Donc des mains, des nez, des oreilles, des doigts, etc. Ou encore des segments osseux, comme vous avez un exemple californien. Et puis la seconde catégorie comprend des trophées qui assurent une fonction uniquement représentative et qui ne sont pas conservés au-delà de la cérémonie de victoire. Alors cérémonie de victoire, c'est quelque chose d'important, ça existe partout dans le monde. Quand on a gagné une bataille, on rentre au village et on fait une cérémonie de victoire qui peut durer parfois plusieurs jours, hein, très important. Dans ce cas-là, ces trophées peuvent être définis comme des accessoires du rituel, pour reprendre une définition proposée par Bruno Boulestin à propos des petites calottes crâniennes d'Erxheim dont il vous parlera. Mais cette idée d'accessoire du rituel me paraît très, très intéressante. Ou bien encore, on peut le définir comme des avatars de l'ennemi, ou bien comme des emblèmes d'altérité, pour citer Philippe d'Escola. Donc dans la basse Alsace du 5 millénaire, il semble que les trophées, donc simples accessoires du rituel, aient été immédiatement rejetés après usage. Et ça, c'est un point qu'on peut déduire de leur présence au sein du dépôt d'Aronheim, où ils sont mêlés aux ossements des individus complets. Voilà. Donc des trophées ramenés au village, ils sont toujours exposés, que vous avez sur cette image, et ils constituent donc les pièces centrales des fêtes de victoire qui marquent invariablement le retour d'un parti guerrier vainqueur. Ici, vous avez des gravures de Théodore de Brie, qui n'a jamais mis les pieds en Amérique, hein, mais qui a travaillé d'après les descriptions de Jacques Lemoine de Morgue, donc des documents du XVIe siècle. Ce sont des illustrations très célèbres de la prise de trophée. On y voit un parti de guerriers timouquois démembrer, escalper leurs ennemis sur le lieu de l'affrontement, donc à gauche, et puis ces mêmes guerriers, de retour au village, qui dansent autour de poteaux sur lesquels les trophées prélevés ont été fixés. Alors les drôles de petits trucs avec des ailes, là, ce sont les scalps. Hein. Voilà. Donc, bras, jambes, et puis vous avez les chevelures. Alors, autre exemple, voilà, il y en a beaucoup. Hein. Autre exemple chez les Sioux Lakota, là c'est mis en peinture dans les années 1830 par George Catlin. Vous avez une belle danse du scalp qui se déroule
dans l'obscurité, à la lumière des torches, nous dit-il, pendant 15 nuits consécutives. Et vous voyez que les femmes sont impliquées dans la fête de victoire. Ce sont elles qui tiennent les scalps des guerriers vaincus, alors que les guerriers dansent en évoquant leur fait d'armes, en insultant les scalps, en leur disant que c'est des lâches, qu'ils ont perdu, etc. Alors, les trophées peuvent être conservés, ils peuvent être rejetés à la fin de la cérémonie, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'ils sont essentiels à la tenue des fêtes de victoire, donc où ils incarnent l'ennemi vaincu et participent à la mise en scène de la puissance et de l'unité des vainqueurs. Alors, les Comanches, par exemple, pour vous dire comme c'est important le trophée, après un raid victorieux, envoyaient à leurs alliés non combattants, donc des gens qui n'avaient pas pris part au combat, ils leur envoyaient un bras ou une jambe d'un ennemi pour qu'ils puissent eux aussi organiser leur propre festivité, leur propre fête de victoire. Hein, c'est important. Voilà. Alors, identification des trophées, l'identification de l'outrage au cadavre, le recrutement des individus déposés à Aronheim, donc tous masculins et en âge d'être des guerriers, ainsi que la localisation même du dépôt au cœur d'un village fortifié, permettent d'avancer l'hypothèse d'un dépôt consécutif à la tenue d'une fête de victoire. Donc, à Aronheim, la présence concomitante des trophées et des captifs permet de proposer un scénario qui rend compte d'une victoire obtenue par les guerriers du village, qui ont abattu 4 individus sur lesquels ont été prélevés des membres supérieurs gauche et qui ont ramené 6 prisonniers sur leurs 2 jambes, même si l'un d'eux était blessé à la fesse. Voilà. Et tous ces gestes se déroulent dans l'enceinte du village des vainqueurs, comme c'est la règle partout dans le monde, où ces fêtes de victoire impliquent l'ensemble du corps social. Donc, je vous l'ai dit, les dépôts alsaciens ont enregistré des gestes qui sont très proches de ceux rapportés par l'ethnographie. Aussi, peut-on poursuivre la réflexion en examinant dans quel contexte ces gestes interviennent. Et en fait, c'est la distance sociale qui semble déterminer le degré de violence. Et si on applique, je vais très vite là-dessus, c'est un petit peu technique, mais c'est très simple aussi, si on applique la grille de lecture qui a été proposée pour les conflits des Papous Mayenga, par exemple, par Megit, mais ça marche très bien avec beaucoup d'autres groupes. Enfin, si on applique ces groupes de lecture aux exemples alsaciens, eh bien, on peut admettre que les pratiques observées en Alsace renvoient à un conflit s'apparentant davantage à une guerre totale, opposant des groupes se percevant comme étrangers. Voilà, donc on peut parler d'affrontements intergroupes pour aller vite. Donc ça s'apparente davantage à ce type-là qu'à une suite de rixes conduites dans le cadre de conflits intragroupes de type feud. Et il y a un point sur lequel tout le monde semble s'accorder, et qui, contrairement aux subtilités des débats sémantiques autour du terme de guerre, peut nous aider à la reconnaître dans les sociétés préhistoriques, c'est le traitement du corps du vaincu. Voilà, la prise de trophées, le cannibalisme, la torture, l'outrage au cadavre, tout ça, ce sont des pratiques qui sont exclues, ce que vous avez à gauche, ce sont des pratiques qui sont exclues dans le cadre des conflits régulés, au cours desquels on espère revenir à la paix. Par contre, c'est libre dans le cadre des conflits non régulés. Là, on a le droit de torturer, de mutiler et de manger ses ennemis. Et donc la reconnaissance de 2 de ces pratiques en Basse-Alsace, moi, me paraît importante dans la mesure où elles sont parmi les signatures archéologiques, me semble-t-il, les moins discutables de l'existence de la guerre au néolithique. Et puisque la fin de l'histoire nous est connue, je conclue rapidement là-dessus, je peux aussi affirmer qu'il s'agit d'une guerre de conquête. Après l'épisode de violence collective qui marque les années 4250 en Alsace, après cette date charnière, tout change. Tout change. Le groupe local, c'est-à-dire celui des habitants du village d'Aronheim, le groupe local disparaît sans descendance et il est remplacé, brutalement, par un groupe exogène dont on sait qu'il est originaire du bassin parisien, parce que ce sont des gens qu'on connaissait déjà dans la vallée de l'Aisne. Voilà, ils font leur céramique et tout à coup, paf, leur céramique apparaît en Alsace, voilà,
sans aucune continuité avec le style local. Alors on le voit très bien dans le passage entre les deux styles céramiques. Alors, évidemment, quand on n'est pas spécialiste, ça crève pas les yeux, mais croyez-moi, c'est pas du tout la même chose, même si ça se ressemble pas mal. Il y a aussi, on note aussi la modification soudaine des pratiques funéraires. On passe d'un système où les individus étaient inhumés sur le dos, dans la pure tradition du néolithique moyen rhénan, hein, qui est en vogue dans la région depuis 4008, avant notre ère. Puis paf, tout à coup, on se met à remettre des individus en position fléchie. Les habitats sont relocalisés, les réseaux d'échange du silex sont modifiés. Enfin bref, tout change. Voilà. Donc ce sont bien les gens du bassin parisien qui ont gagné la guerre, si vous voulez, qui sont installés en Alsace en mettant fin en fait à la tradition du néolithique rhénan. Voilà, donc ces individus là qui ont fini par s'imposer, ce sont ceux-là qui ont connu une défaite à Arenheim, hein, puisque ce sont ces individus issus du bassin parisien que nous avons retrouvés dans cette fosse. Donc on a fait des analyses isotopiques, on a fait des analyses ADN. Les résultats ne sont pas hyper spectaculaires, hein, c'est pas du Maïté Riola, les résultats, je suis désolé. Mais en tout cas, rien ne s'oppose à ce que ces gens ne soient pas locaux. Voilà. Les isotopes, ça a l'air de marcher. Voilà, donc oui, ils ont quand même fini par s'imposer en provoquant le départ des populations locales. Alors je dis ça pour essayer d'apaiser un petit peu la tension. Il ne faut pas forcément parler de génocide. Les Parisiens n'ont pas débarqué en Alsace, zigouiller tout le monde pour prendre leur place. Il est tout à fait possible que les populations locales se soient réfugiées auprès de groupes alliés. Alors ça peut être le sud de la vallée du Neckar, ça peut être la Haute-Alsace qui reste en paix pendant toute cette période. Et dans le cadre de ces conflits en fait, qui opposent des petits groupes de guerriers. Il n'y a pas d'armée hein, au néolithique, ça n'existe pas encore, l'armée. C'est le plus enragé qui gagne. Voilà, c'est celui qui fait preuve de le plus de cruauté. Bon, évidemment, les Parisiens étaient plus cruels que les Alsaciens. C'est eux qui ont fini par s'imposer. Voilà, je vais m'arrêter là.